Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur le Figaro TV. Au sommaire de Point de vue aujourd'hui, nous serons avec Guillaume Roquette. En tout début d'émission, nous nous demanderons à quoi jouent les Républicains, les LR, qui affichent une nouvelle fois leur division après d'un an et demi de l'élection présidentielle de 2027. Nous évoquerons également les élections municipales à venir, ce sera dans quelques mois pour le coup. Et puis nous parlerons également du passage qui était très attendu de Delphine Ernotte, la PDG de France Télévisions, qui a été auditionnée hier par les députés devant la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Les retraites toujours et encore dans le débat. Et si l'on s'inspirait de nos voisins allemands, c'est la question que je poserai à Antoine Fouché, spécialiste du sujet. Il a notamment été directeur de cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. De 2017 à 2020, il a publié également ce livre « Sortir du travail qui ne paye plus » aux éditions de l'Aume. Et puis nous plongerons dans l'univers de la guerre au Moyen-Âge. Ce sera avec l'historien toujours aussi affûté Jean Lopez qui est de retour ce mois-ci en librairie. Point de vue, c'est parti. Bonjour Guillaume Roquette. Bonjour Timothée. Guillaume, on a beaucoup parlé ces derniers mois des multiples blocages à l'Assemblée nationale avec ce feuilleton interminable de l'examen du budget. Alors arrêtons-nous quelques instants sur quand même cette étape cruciale qui a été franchie cette semaine avec donc l'adoption du PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale. C'est un premier pas vers l'adoption du budget. C'est au vu de la situation d'il y a encore quelques semaines, un exploit de Sébastien Lecornu, selon vous, ou bien un reniement que l'on va payer cher dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir? C'est un exploit politique, parce qu'effectivement, le pari de Sébastien Lecornu, dont l'intuition était qu'une majorité de députés qui soient socialistes, écologistes ou LR, n'avaient pas intérêt au déclenchement d'une crise politique, cette intuition s'est révélée juste, puisqu'effectivement, dans un attelage assez baroque, nous avons vu des députés socialistes et des députés LR voter ensemble le projet de loi de financement de la sécurité sociale, d'autres députés LR qui s'abstenaient comme les écologistes. Et d'autres qui ont même voté favorablement à ce PLFSS qui, se dit en passant, acte la suspension de la réforme des retraites. Absolument, c'est pour ça que c'est une victoire politique de court terme, c'est un chèque en blanc, un de plus, qui est fait sur l'avenir, puisque, comme d'habitude, allais-je dire, la France ne fait pas les réformes qui s'imposent, puisque, là, vous l'avez dit, le report de l'âge de la retraite a été abandonné. Deuxièmement, il y a des impôts en plus, comme d'habitude, avec une augmentation de la CSG sur les dividendes et les plus-values des valeurs mobilières. Et puis, comme d'habitude aussi, il y a une augmentation des dépenses. On dit 24 milliards de déficit pour la sécurité sociale l'année prochaine. Alors ce à quoi Sébastien Lecornu répond « Oui, mais c'est mieux que rien. C'est un pis-aller. » Donc effectivement, je crois qu'on en est là, c'est-à-dire, puisqu'il y a une majorité de députés qui ne veut pas d'une crise politique, un président de la République qui tient à tout prix à éviter une dissolution nouvelle qui serait pour lui la sanction suprême, eh bien on bricole jusqu'en 2027. Qui a le plus à perdre dans cette histoire? Ce sont les ménages, ce sont les entreprises également. On a entendu cette colère des chefs d'entreprise dans les pages du Figaro cette semaine. Ce matin encore d'ailleurs sur France Info, le patron du groupe des mousquetaires, notamment Intermarché, qui dit, Thierry Cotillard, ce sont les entreprises qui vont payer l'addition à la fin. Alors oui, parce que de toute façon, il va y avoir ce sujet du financement des retraites, il faut trouver des recettes annexes. Quand vous avez l'augmentation de la CSG sur les revenus des actions, c'est le financement des entreprises qui se retrouve mis en question. Donc à chaque fois c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a échappé au pire, c'est-à-dire à une taxe Zuckman, à une fiscalité complètement folle, avec une sorte de retour de l'impôt sur la fortune qui a été évoqué à un moment, mais sachant qu'il n'y a pas d'économie, eh bien forcément, il faut trouver les nouvelles recettes et c'est avant tout vers les entreprises qu'on se tourne. Et ça n'est peut-être pas terminé parce qu'il reste encore le projet de loi de finances pour pouvoir adopter ce budget dans la globalité. Vous avez vu que d'ores et déjà, les députés socialistes, eux, tentent d'obtenir à nouveau une hausse de la fiscalité sur le haut patrimoine, sur les entreprises également en vue de l'adoption de ce texte. On se pose quand même cette question, quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Eh bien oui, effectivement, les socialistes auraient tort de s'en priver. Je pense que ce sont les grands gagnants de cette séquence du vote du projet de loi de financement de la sécurité sociale, puisque le report de l'âge de la retraite, c'est quand même une décision d'une portée économique, mais aussi politique considérable. Et donc, les socialistes ont été les vrais maîtres du jeu dans cette séquence. Et là, ils veulent continuer
en disant Sébastien Lecornu nous a écoutés sur la sécurité sociale, il n'y a pas de raison qu'il ne nous écoute pas sur le projet de loi de finances globale. Et il profite effectivement de ce cafouillage à l'Assemblée, cafouillage également à l'intérieur des partis, et c'est plus que jamais le cas chez les Républicains qui se déchirent à l'occasion de l'examen de ce budget. On parle quand même d'un parti dans lequel 28 députés se sont abstenus mardi, 3 ont voté contre et on le disait, 18 ont voté favorablement. En termes d'unité, dans la perspective notamment de l'élection 2027, on a connu mieux quand même. Oui, bien sûr. En fait, les LR sont en train de vivre, alors n'exagérons rien, il n'y a pas de mort, mais une forme de tragédie. Qu'est-ce que c'est qu'une tragédie ? C'est un problème qui n'a pas de solution. C'est-à-dire c'est une situation absolument inextricable dont on sort forcément perdant. Et aujourd'hui, les Républicains sont déchirés entre d'un côté la volonté des députés de sauver leur siège, de ne pas retourner dans les urnes à la suite d'une crise politique qui déboucherait sur une dissolution, parce qu'ils sont absolument pas certains, loin de là, de retrouver leur siège face à la poussée du Rassemblement national. Et donc, ça les incite à se montrer conciliants et à renier ce que sont leurs convictions, c'est-à-dire celle d'une bonne gestion des deniers publics, et notamment sur la réforme des retraites. Donc vous avez d'un côté un Laurent Wauquiez qui se montre accommodant avec le pouvoir en place, et de l'autre côté, un Bruno Retailleau qui dit on n'aurait pas dû voter ce budget. Bah oui, mais il a été voté quand même, et notamment grâce au LR. Stratégiquement, 18 députés LR qui votent en faveur, donc, quelque part, de la suspension de la réforme des retraites. C'est ce qu'ils ont fait mardi. Il y a un problème de cohérence. Il y a quelque chose qu'ils vont payer à un moment ou à un autre dans les urnes, ou bien on se dit non, au final, peut-être effectivement qu'ils gardent leur siège. Alors, on évite une dissolution. Je pense qu'effectivement, à court terme, c'est un bon calcul pour eux, puisque, comme vous le disiez, ils s'assurent encore quelques mois, peut-être même jusqu'à 2027, de sécurité, sans devoir retourner aux élections. Mais de manière globale, LR est encore appauvri par cette séquence, est encore affaibli, plus exactement, parce que ce vote, il est incompréhensible pour les électeurs. Alors, certes, c'est une forme de responsabilité que de dire il faut éviter le pire. Et effectivement, on peut dire que c'est un moindre mal, dans la mesure où, bien sûr, il y aura des déficits de la sécurité sociale l'année prochaine, mais il est relativement contenu. C'est vrai qu'il n'y a pas eu une augmentation massive des impôts, ou plus exactement des taxes et des moyens de financer cette sécurité sociale. Mais le Rassemblement national est dans une position beaucoup plus confortable, consistant à dire, regardez, nous, on n'a pas voté ce texte parce qu'il est mauvais. Ils ne sont pas du tout cohérents sur ce sujet. D'ailleurs, si la réforme des retraites a été ajournée, c'est en partie grâce à eux. Donc, eux sont incohérents, mais ils sont lisibles, alors que les Républicains sont clairement illisibles dans leur vote. Alors, il y en a un qui tente justement de mettre un petit peu de clarté dans tout cela, et c'est pas forcément réussi d'ailleurs, mais enfin, cette interview exclusive d'ailleurs du patron des Républicains, Bruno Retailleau, dans les pages du Figaro ce matin, il essaie de mettre de l'ordre, et il dit notamment ceci: dans un parti politique, aucune aventure individuelle ne peut prospérer sur un affaiblissement collectif. Mais là, il vise très clairement son rival, Laurent Wauquiez. Ah, vous croyez ? Non, mais ce qui risque de tuer quasiment LR, c'est cette guerre, c'est ce conflit larvé entre ces deux hommes. Vous savez, c'est le complexe de la citadelle assiégée, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand vous êtes dans une situation totalement défensive, quand vous n'avez plus de perspective, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, en général, vous vous entre-déchirez. Et c'est le cas de ce qu'on appelle les querelles de chapelle, et malheureusement, on voit bien, comme les Républicains sont dans une impasse stratégique dont je vous parlais, chacun essaye de sauver sa peau, entre guillemets, chacun joue sa petite stratégie. C'est vrai qu'on peut s'étonner de voir Laurent Wauquiez avoir cette espèce d'aventure individuelle après avoir été quand même très sèchement refusé par les militants au moment de l'élection à la présidence du parti, que Bruno Retailleau a largement remporté. Mais il se dit, je n'ai plus rien à perdre. Et donc, effectivement, je crois qu'on n'en est qu'au début. Mais c'est une séquence qui va être probablement ravageuse pour les Républicains. Et c'est d'ailleurs d'autant plus étonnant qu'on parle de deux hommes qui ont une ligne qui n'est pas si éloignée que cela, en réalité, en plus. Bien sûr, ce sont des considérations tactiques qui expliquent cette différence, parce que sur le fond, les deux sont partisans d'une gestion rigoureuse des deniers publics, pour rester sur ce sujet budgétaire. Je rappelle que le Sénat, sous l'impulsion de Bruno Retailleau, qui était le patron du groupe LR, tous les ans déposait une proposition de loi pour réformer les retraites. Bon, de son côté, Laurent Wauquiez gère sa région Auvergne-Rhône-Alpes de façon assez rigoureuse.
cause. Mais on se souvient quand même que Laurent Wauquiez avait été extrêmement réservé, pour ne pas dire extrêmement prudent, au moment de la réforme des retraites où il n'avait pas voulu se montrer impopulaire. Je pense que c'est aussi cette absence de choix clair qui est payée aujourd'hui. C'est la candidature à l'élection 2027 qui se joue. Il y a quelques semaines, quelques mois, on disait que Bruno Retailleau avait une longueur d'avance et vous rappeliez son score sans appel à l'élection à la présidence des Républicains. Est-ce que cette avance est toujours aussi importante aujourd'hui selon vous? Non, aujourd'hui, il y a un vrai doute dans la mesure où Bruno Retailleau est le patron du parti, mais on voit bien qu'il n'est pas suivi par une partie non négligeable des députés LR. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a son autorité qui est mise en question. Deuxièmement, il y a la lisibilité de la ligne du parti. Et puis, troisièmement, il y a son autorité, sa légitimité en tant que responsable ministériel qui est maintenant derrière nous. Les Français, notamment en particulier les sympathisants des Républicains et les électeurs du parti, avaient été sensibles à toutes les tentatives de Bruno Retailleau de faire ce qui était possible quand il était ministre de l'Intérieur. Et puis, il a choisi, et je pense que sur le fond, il avait raison, mais ça n'a pas été compris, de quitter le gouvernement. Et donc, ce brevet de compétence, il est en train d'être moins fort, puisque les gens oublient. Et aujourd'hui, on voit Gérald Darmanin, qui est toujours aux affaires comme garde des Sceaux, mais il y a un nouveau ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, et donc ce bilan de Bruno Retailleau, il est de moins en moins prégnant. On parle de stratégie, il y a une question qui revient toujours et encore comme un serpent de mer, celle de l'union des droites. Et vous avez vu que Nicolas Sarkozy a changé d'avis sur le sujet. Il le dit dans son livre, il faut que l'union des droites se fasse dans les urnes. Il disait l'extrême inverse il y a encore quelques années. Qu'est-ce que cela signifie? Comment interpréter cela selon vous? Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y a le constat un peu sombre de l'ancien président de la République qui considère que sa famille politique aujourd'hui n'est plus en situation de gagner. Et malheureusement, la dernière séquence dont on vient de parler le conforte plutôt là-dessus. Donc il se dit de toute façon, les Républicains ne peuvent être qu'une force d'appoint. Donc ou bien une force d'appoint vers le centre, ou bien une force d'appoint en direction du Rassemblement national. C'est vrai que ce basculement, il est très spectaculaire. On se souvient que Nicolas Sarkozy avait soutenu le président de la République, Emmanuel Macron, contre le choix alternatif qui était celui de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, je pense d'abord c'est un choix de circonstances, c'est aussi un choix peut-être affectif, entre guillemets. Nicolas Sarkozy explique qu'il a été extrêmement sensible au fait que Marine Le Pen lui fasse preuve de sa sympathie au moment de son emprisonnement. Et elle l'a appelé effectivement à plusieurs reprises, me semble-t-il, en tous les cas au moins une fois. Jordan Bardella également lui a envoyé un message, raconte-t-il. Et ça a pu jouer, vous croyez qu'il y a aussi quelque part de l'humain, de l'affectif dans tout cela? Disons que Nicolas Sarkozy est un homme politique trop expérimenté pour se laisser guider par ses affects. Mais je pense que c'est avant toute chose la prise de conscience d'un rapport de force. Et puis il y a quand même cette idée qu'il ne souhaite pas pour autant des accords d'appareil, des candidatures communes aux élections. Il dit que ça doit se faire dans les urnes. Mais le message, il est clair. Le message, c'est le RN est trop puissant aujourd'hui pour pouvoir lui barrer la route. L'actualité politique et l'actualité à l'Assemblée nationale cette semaine, c'est également la poursuite des travaux de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public avec donc le tour hier de la PDG de France Télévisions, Delphine Ernotte, de répondre aux questions des députés. On va écouter un extrait, on en parle ensemble juste après. Je ne considère pas du tout que nous soyons en tout point irréprochables. Ce n'est pas mon propos. J'ai simplement indiqué, parce que ce que vous disiez avait l'air très très grave, vu de chez moi, qu'il y avait un organe de contrôle, et pas qu'un d'ailleurs, qui était notamment l'ARCOM, et qu'en matière de sanctions, je parle de sanctions, une mise en garde n'est pas une sanction, c'est là la nuance, mais on pourra faire la liste des mises en garde bien sûr, et de manière générale, je ne considère pas du tout que nous soyons irréprochables. Pour autant, ça ne veut pas dire que
comment dire, ça ne veut pas dire que l'information de France Télévisions n'est pas rigoureuse, n'est pas impartiale, puisque je vous ai donné une certaine liste d'études et on pourrait en donner d'autres, que cette information surtout, et ça je crois que c'est peut-être le plus précieux, a la confiance des Français. L'information à France Télévisions qui a la confiance des Français, c'est pas exactement ce que vous nous disiez quand nous évoquions ce sujet il y a quelques semaines. Différence de lecture, est-ce que Delphine Ernotte vous a sinon convaincu, en tout cas rassuré dans cette audition hier à l'Assemblée nationale? Je ne sais pas très bien quelle Delphine Ernotte. Est-ce que c'est la Delphine Ernotte qui attaque les chaînes du groupe Bolloré, ou est-ce que c'est la Delphine Ernotte qui explique dans le Figaro qu'il est souhaitable d'avoir des chaînes de télévision qui soient des chaînes d'opinion. Ouais. Donc, non, je pense qu'elle est clairement sur la défensive. Il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est l'importance des dépenses de France Télévisions. On a insisté sur des points en apparence anecdotiques, comme le coût de la nuit d'hôtel au Festival de Cannes. À 1 700 €, effectivement, ce qui lui a été reproché. Elle a répondu qu'ils allaient à Cannes, les journalistes de France Télé, et elle également, pour travailler. Voilà, on peut aussi parler de ce que sont les régimes de salaire extrêmement favorables des journalistes de France Télévisions. Donc il y a d'abord un problème de coût. Est-ce que le service public justifie qu'au total, on lui verse 4 milliards d'euros par an, que ce soit Radio France ou France Télévisions? Et je pense que dans la conjoncture financière actuelle, la réponse est non. Et puis il y a effectivement ce sujet de l'objectivité ou la neutralité ou le respect du pluralisme. Alors il est difficile de faire une réponse globale parce qu'effectivement, sur les journaux télévisés de France Télévisions, il y a, je pense, une vraie attention à ce sujet. Mais vous avez quand même les émissions phares du service public, qui sont des émissions, si ce n'est militantes, en tout cas très, très offensives. Je pense aux récentes émissions faites sur CNews ou sur le groupe LVMH, où on voit très bien de quel côté penche le cœur d'Élise Lucet ou d'autres producteurs de ces émissions. Je pense qu'il y a un vrai sujet qui est savoir, est-ce que nous avons encore besoin d'un service public de cette importance, qui nous coûte aussi cher, dans un spectre médiatique qui aujourd'hui est totalement ouvert. Parce que quand la télévision était le média dominant, alors effectivement, il fallait qu'il y ait un certain garde-fou. On pouvait comprendre qu'il y ait des médias publics. Et aujourd'hui, où les gens s'informent sur les réseaux sociaux, où il y a une multiplicité des chaînes qui sont diffusées sur Internet, quand vous voyez l'évolution des modes de consommation chez les jeunes, je pense que ce dispositif est totalement archaïque. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'en France, mais aussi au Royaume-Uni avec la BBC, le Figaro Magazine a fait un sujet là-dessus il y a 2 semaines, il y a les mêmes questions. D'autant qu'il y a quand même une mainmise des idées de gauche, on va dire, sur ces médias. Est-ce que c'est la loi qu'il faut changer? Delphine Ernotte, effectivement, dans les colonnes du Figaro, dit, attendez, la loi de 86, de toute façon, n'autorise pas les chaînes d'opinion, mais peut-être que la question mérite d'être posée. Oui, moi je le pense. Je pense qu'il y a 2 choses. C'est que, effectivement, aujourd'hui, sachant que l'accès aux écrans n'est plus une ressource rare, grâce à la multiplication des canaux, à YouTube et à l'Internet en général, je pense que cette fiction de la neutralité des chaînes, elle est derrière nous. De la même façon, je pense que cette fiction d'une soi-disant objectivité du service public, elle est derrière nous aussi. Radio France le prouve, on a fait un dossier là-dessus récemment aussi dans le Figaro Magazine. Donc voilà, je pense qu'il faut garder peut-être 1 ou 2 chaînes sur des sujets d'intérêt général, et pour le reste, il faut privatiser. Et on renvoie effectivement vers cette enquête menée par l'Institut Passport, notamment à l'aide de l'intelligence artificielle. Nous en avions dit quelques mots il y a quelques jours. Merci Guillaume d'avoir été avec nous en couverture du Figaro Magazine ce week-end. Ces candidats aux élections municipales qui font trembler la gauche, ce dossier signé Karl Meus, la droite en embuscade, avec donc un certain nombre de mairies qui pourraient peut-être changer de pavillon. Merci. Notamment Paris, Lyon, Marseille, ce qui n'est pas rien. Paris, Lyon, Marseille, avec notamment la question à Marseille, peut-être d'un maire LR, ce qui serait une grande première, bien évidemment, d'un maire RN, pardon, ce qui serait une grande première. Merci Guillaume d'avoir été avec nous. On aura l'occasion évidemment d'en reparler d'ici le mois de mars. On évoquait tout à l'heure les conséquences
conséquences économiques potentiellement irréparables du renoncement de la réforme des retraites. On va continuer de s'interroger sur la question. On va notamment regarder ce que font nos voisins allemands sur ce sujet. Ils sont eux aussi confrontés à une problématique très concrète du vieillissement de leur population. Mais face à cela, eh bien, le chemin des réformes me semble bien différent que celui emprunté en France. On en parle dans un instant. Écoutez d'abord l'analyse du sociologue Julien Damon sur le trou de la sécurité sociale. Il était il y a quelques semaines l'invité de Point de Vue. Ouais. Le grand sujet, c'est l'âge de départ à la retraite. On ne peut pas continuer à imaginer fonctionner avec des congés payés de très long terme pour les personnes qui ont cessé leur activité professionnelle. Donc, il faut des efforts, il faut travailler davantage quand on est plus vieux, et il faut travailler aussi davantage quand on est plus jeune. Oui, alors, vous pouvez travailler plus d'heures puisqu'on a plus sur une d'espérance journée, de vie. mais le truc, c'est hyper simple. C'est mathématique, basiquement mathématique. Répétons, c'est vrai que quand on crée la Sécu en 45, on a une espérance de vie qui est inférieure, notamment pour les classes ouvrières, les classes modestes, à l'âge de départ à la retraite, ce qui fait qu'à l'époque, les ouvriers cotisaient pour financer la retraite des cadres. Oui. Voilà. Maintenant, 20 ans d'espérance de vie en plus, et on se bagarre avec un curseur qui est fixé à un niveau inférieur à ce qu'il était en 1945. Je répète qu'on marche sur la tête avec ce système, et c'est ça le principal dossier du conflit intergénérationnel du côté des comptes sociaux. Bonjour Antoine Fouché. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous êtes Merci. spécialiste des questions sociales, président du cabinet de conseil en stratégie Quintet, et vous avez été directeur de cabinet de la ministre du Travail Muriel Pénicaud de 2017 à 2020. Alors le PLFSS, on l'a dit, a été adopté mardi soir dans la douleur. Depuis, il y a deux récits dans le débat. Il y a celui du génie de Sébastien Lecornu qui a réussi à trouver une voie de passage dans un débat pourtant si compliqué. Et puis il y a également celui de l'évaluation concrète du coût de tous ces marchandages. Dans quel camp vous situez-vous ? Ni l'un ni l'autre, je pense que... Ou un peu des deux. C'est-à-dire que je pense que les deux récits sont vrais. Avec cette absence de majorité, c'est de l'art politique, de compromis, de faire voter ce PLFSS. Ça me semble incontestable. Ce qui me semble tout autant incontestable, c'est que ce compromis n'a rien à voir avec l'intérêt général de la France. C'est-à-dire que vous avez le sentiment, comme le disent certains politiques, qu'on a sacrifié l'avenir des futures générations à l'aune de la sacro-sainte stabilité. C'est ce que disent beaucoup de politiques. Sacrifier l'avenir, c'est une formule... Pour un seul petit PLFSS, c'est une formule un tout petit peu, je trouve, grandiloquente. Mais ce qui est sûr, c'est que il n'est pas du tout démontré qu'avec ce PLFSS voté, s'il va jusqu'au bout, la France aille mieux que si on n'avait rien voté. Ça pour le coup, parce que ça suppose... Pour dire ça, il faut dire que ça aurait été pire de pas avoir de budget plutôt qu'un budget de la sécurité sociale, qui fait exactement le contraire de ce qu'il faut faire pour redresser la France, la redynamiser, revaloriser le travail. Je donne juste un seul exemple, c'est qu'on va dépenser encore plus d'argent sur les retraites, alors que 3 milliards de revalorisation, plus 3 milliards de suspension de la réforme, et parallèlement, comme on est en déficit, on va taxer encore plus le travail. Et ensuite, dire aux gens qui ne travaillent pas assez. Mais on marche complètement sur la tête, comme le disait Julien Damon, parce que si on est la première génération, aujourd'hui, les gens qui travaillent, c'est un peu vrai pour ceux qui ont 55, mais plus vrai pour ceux qui ont 25, qui n'améliorent plus son niveau de vie en travaillant. Et l'une des raisons, pas la seule, mais l'une des raisons, c'est ce qu'expliquait Julien Damon, c'est l'écart entre ce que les gens gagnent et ce qu'ils gardent pour eux. Et cet écart va s'aggraver l'année prochaine. C'est-à-dire, l'année prochaine, l'écart entre ce que les gens gagnent et ce qu'ils gardent pour eux en travaillant va être encore plus important. Ouais. Et à l'inverse, on va augmenter encore la part des retraites dans le PIB, alors qu'on est le pays du monde dans lequel on vit le plus longtemps à la retraite et dans lequel le taux de remplacement des salaires ou le niveau de vie des retraités par rapport aux travailleurs est le plus élevé. Donc, de ce point de vue-là, sacrifice de l'avenir, c'est un tout petit peu trop fort, mais enlisement dans l'appauvrissement général, ça me semble exact. Mais d'un point de vue économique, ce que vous dites a du sens. D'un point de vue politique, pour autant, est-ce que l'impasse n'était pas trop grande ? On parlait d'ailleurs sur les chiffres. Vous dites oui, 24 milliards par exemple de déficit sur la sécurité sociale. C'était 30 milliards si on votait pas. C'est en tout cas ce que dit le camp présidentiel. Oui, mais est-ce que c'est 24 milliards, à supposer que ce soit vrai, je ne contredis pas les chiffres. Très bien, mais est-ce que 6 milliards d'économies
ça vaut le contre-signal politique absolu, le mensonge fait au pays de dire qu'on va pouvoir continuer à travailler encore moins longtemps. Il n'y a pas de réponse scientifique à ça, on ne le saura jamais. Mais on peut se dire que le fait que ceux qui, même si la réforme de 2023 est très critiquable, mais qu'il y avait quand même le courage de dire, bon, il va falloir qu'on travaille plus longtemps parce qu'on est le pays d'Europe qui travaille le moins longtemps, pas pendant l'année, hein, mais pendant la vie. Avant, on compensait ça par de la qualification et de la productivité. Maintenant, on ne compense plus. Donc, si on est éduqué de la même manière, productif de la même manière, mais qu'on travaille 3 ans de moins que les Espagnols, les Allemands, les Danois et les Suédois, on est de moins en moins riche. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Un Allemand, il est 15% plus riche qu'un Français. Un Danois, il est 30% plus riche qu'un Français. Donc, il y a et pour faire ça, il faut qu'on travaille davantage. Et là, les mêmes qui avaient quand même, pour cette réforme-là, pas mis un peu de bazar dans le pays, c'est pas eux qui l'ont mis, mais avaient tenu, et il y avait eu un coup politique à cette réforme. Ils disent, c'est pas grave. On peut arrêter. C'est pas grave, on va suspendre. Finalement, c'était pas si grave que ça. En tout cas, c'est moins important qu'une stabilité politique de 18 mois. Et c'est là où, me semble-t-il, c'est quand même largement des tartuffes. Parce que la vraie raison pour laquelle il y a eu un compromis, c'est que ceux qui l'ont fait ne veulent pas retourner aux urnes. Ils ont peur de retourner aux élections. Et s'il n'y avait pas eu un compromis, il y aurait eu très vraisemblablement une dissolution. Et tous les sondages montrent, alors les sondages peuvent se tromper, beaucoup auraient perdu leur siège. Que beaucoup de ceux qui ont signé le compromis auraient perdu leur siège. Donc c'est vrai que c'est du grand art politique de faire signer un tel compromis. C'est vrai aussi que ce compromis n'a rien à voir avec l'intérêt général de la France, est un compromis pour éviter de retourner aux urnes, ce qui, encore une fois, n'a rien à voir avec ce qu'il faudrait faire pour que le pays aille mieux. Est-ce que l'intérêt général, selon vous, on va le dire tout de suite, c'est de s'attaquer au niveau de vie des seniors, des retraités? Non, s'attaquer au niveau de vie de personne. On est dans le même bateau, qu'on est à 25, 55, 75 ans, on est dans le même pays, dans le même bateau. C'est aux retraités qu'il faut demander de faire des efforts? À tout le monde. C'est-à-dire, pour aller très vite et répondre très direct à votre question, il faut que les actifs travaillent plus longtemps. Et il faut que les retraités équilibrent leur niveau de vie par rapport aux actifs. Je vous pose la question parce que... Ce qui ne tient pas, c'est ces deux choses-là. Sur les seniors, dans le débat, il y a eu plusieurs idées, notamment la question du gel de pension qui a été oubliée, la question de l'abattement également qui lui aussi a été renvoyé à plus tard, avant même la discussion dans l'hémicycle. Pourquoi les députés sont-ils si frileux sur ce sujet ? Mais parce que les retraités, depuis 20 ans, c'est 45% des votants. Et donc, pour vous et moi, c'est facile de le dire. Quand vous avez une élection et que vous prenez le risque de vous mettre à dos 45% des votants, vous n'êtes pas un stratège politique. Donc, c'est simplement du réalisme électoral. Mais je pense que c'est du réalisme électoral à court terme. Parce que la grande majorité des personnes à la retraite n'a pas envie que leurs enfants et leurs petits-enfants vivent moins bien qu'eux. Vivent dans un pays tiers-mondisé. C'est la pente qu'on prend. Et ils le voient sans connaître le chiffre, par exemple, que je vais vous donner, qui est public. La France, aujourd'hui, c'est le 26e PIB par habitant. Ça veut dire qu'il y a 25 autres pays en moyenne où les gens sont plus riches qu'un Français. Il n'y en avait que 4 il y a 50 ans. Donc, c'est factuel, documenté, incontestable et pas décliniste de dire que nous nous appauvrissons relativement aux autres et qu'à ce rythme-là, bien sûr, les enfants des retraités actuels vivront moins bien qu'eux. C'est déjà le cas sur le logement. Mais ils n'ont pas envie de ça. Enfin, ils n'ont pas envie que leurs enfants vivent moins bien qu'eux. Donc, me semble-t-il, ce qu'il faut construire, ce n'est pas de l'électoralisme à court terme, comme ce qui vient d'être fait avec ce budget. C'est une vision d'un nouveau contrat social où on répartit les efforts entre tout le monde. Parce que personne n'y échappera. Et si on le dit de façon très cash, directe et en ordre de grandeur, ce qu'il faut, c'est réduire le niveau de vie des retraités par rapport aux actifs, pas en soi, mais par rapport aux actifs. Ça veut dire que le niveau de vie des actifs doit augmenter plus vite, et beaucoup plus vite que celui des retraités, pour arriver quelque chose autour de 80%, qui est à peu près la norme européenne. C'est 100% aujourd'hui. Comment on fait ça? Et les retraités, pardon, je réponds tout de suite à votre question. Mais les actifs, les travailleurs d'aujourd'hui, doivent accepter, parce qu'on vieillit... Travailler plus longtemps. Que leurs parents. Alors que leurs parents ont travaillé moins que leurs propres parents. Alors justement, il y a un élu qui n'a pas forcément n'a même pas du tout la même grille de lecture que vous, c'est Christian Estrosi, le maire sortant de Nice. Il a proposé cette semaine l'une de ses nouvelles promesses de campagne pour l'élection municipale. On l'écoute.
de ce que vous prenez. Si, mais il fait de la politique. Et à Nice, la part de retraités, il fait de l'électorisme électoral, comme d'autres font de l'électoralisme avec l'appartenance religieuse. Bon, bah lui, il le fait par rapport à l'âge. Dans un cas comme dans l'autre, encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'intérêt général du pays. Et donc, mais bon, c'est du court terme et c'est comme ça que avec ce type de proposition que la France, contrairement à ce qu'il dit, ce qu'il dirait, je pense, s'enfonce dans la base. On a évoqué tout à l'heure, mais je n'ai pas très bien compris ce que vous en pensiez sur l'indexation des retraites. Est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'on ne pourra pas se passer à terme d'une décision courageuse là-dessus? Oui, bien sûr, mais c'est-à-dire il va falloir désindexer d'une manière ou d'une autre, mais encore une fois, désindexer pour désindexer, c'est une mesure technique qui est incompréhensible parce que ressentie comme injuste. Il faut qu'il y ait une vision, et c'est là où ils n'arrivent pas à le faire, il faut qu'il y ait une vision qui dise... Au XXIe siècle, comme on a beaucoup vieilli, voilà quel va être le contrat entre les générations. Et ça pourrait être quelque chose comme chaque génération vivra autant à la retraite. Le niveau de vie des retraités sera de 80-85%, quelque chose comme ça, du niveau de vie des actifs. Et chaque génération pourra vivre mieux que la précédente. Ça veut dire que les efforts que les actifs d'aujourd'hui demandent à leurs parents, demain les actifs, quand ils seront vieux, ils le feront pour leurs propres enfants. Donc c'est pas quelque chose qui oppose les générations là maintenant. C'est une vision qui permet à chaque génération de mieux vivre. De pacte intergénérationnel. Un pacte intergénérationnel. Et sur ce pacte intergénérationnel, ce qui est vraiment important, c'est de retrouver cette dynamique où chacun, encore une fois, où chacun fait des efforts et pas seulement les retraités et pas seulement juste, là, maintenant, une année pour aller chercher 3 milliards ici pour combler le déficit de la Sécu là. Ça n'a aucun sens et c'est ce qui vient d'être fait, mais encore une fois, pour des raisons électorales. Alors, justement, pendant qu'en France, notre réforme donc, de 2023 est désormais suspendue officiellement, l'Allemagne, de son côté, elle vient de se pencher sur la réforme des retraites sous l'impulsion du chancelier Friedrich Merz. Ils ont peu ou prou les mêmes problèmes que nous, les problématiques en tous les cas. On se réjouit que l'on vieillisse, qu'on meurt plus tard aujourd'hui, mais enfin ça pose des questions. En Allemagne, l'âge de la retraite, on précise, il est quand même déjà repoussé. Il a été repoussé, c'était en 2012, de 65 à 67 ans. Certains économistes d'ailleurs, eux, disent en Allemagne, il faut aller bien au-delà. Certains parlent de 70, 73 ans à l'horizon 2060. Ça paraît totalement ubuesque de la France. Comment un tel décalage est-il possible ? Parce que les Allemands, je pense, sont beaucoup moins déconnectés de la vie économique que nous. Et ils le sont moins parce qu'ils sont encore industrialisés. C'est-à-dire qu'eux voient que le tsunami industriel chinois arrive et risque de détruire toute leur industrie. Nous, on est déjà totalement désindustrialisés, sous perfusion d'endettement. On avait le même niveau d'endettement avec l'Allemagne il y a 30 ans. Eux, ils ont continué à garder leur niveau d'endettement et garder leur industrie. Nous, on a désindustrialisé et on a emprunté pour garder notre niveau de vie. Donc on se dit... qu'est-ce qu'on a à perdre à continuer notre endettement ? On est complètement hors sol, nous Français. Notre débat est complètement hors sol de la réalité du débat économique. C'est eux qui sont beaucoup plus proches de ce qu'il faudrait faire pour que eux ne soient pas un pays tiers-mondisé. Mais c'est assez vite, hein, c'est à l'échelle d'une génération. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous avez rappelé qu'ils discutaient en tout cas de remonter à 73 ans en 2060, sachant que maintenant, les Allemands, qui sont plus riches que nous, passent moins de temps à la retraite et avec une retraite moins importante par rapport au niveau de vie des actifs. Excusez-moi, je termine juste sur ce point, mais la retraite allemande, en moyenne, elle est plus élevée que la retraite française. Oui. La retraite. Mais pourquoi ? Parce que collectivement, ils sont plus riches. Et pourquoi collectivement, ils sont plus riches ? Parce qu'ils travaillent davantage et qu'ils sont plus industrialisés et qu'ils investissent dans la technologie. Donc, le problème de ce qu'on fait, nous, en ce moment, c'est qu'à force de travailler moins, à force de mettre de plus en plus d'argent sur la retraite, c'est collectivement qu'on s'appauvrit. Mais dans les mentalités, y compris les retraités dans la durée. Pourquoi est-ce que ce qui est tabou en France ne l'est pas outre-Rhin ? Là, une commission vient d'être ouverte en Allemagne, justement. La réforme vient d'être adoptée. Ils sont déjà en train de songer à la réforme d'après. En France, ça, c'est impossible. Oui, je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que quand même, leur système de retraite est plus intelligent que le nôtre parce qu'il est moins injuste, parce qu'il prend mieux en compte la pénibilité. Et ça, c'est quand même la pierre qu'on doit mettre dans le jardin du patronat et du gouvernement en 2023. C'est-à-dire que dans tous les pays d'Europe du Nord qui travaillent plus que nous, il n'y a pas le même âge de départ selon le métier que vous faites.
Voilà. Et nous, on a été incapables de faire ça. Peut-être parce que si on faisait ça, il faudrait remettre en cause tout de suite les régimes spéciaux qui n'ont plus de justification de pénibilité pour partir plus tôt à la retraite. Peut-être, mais en tout cas, c'est moins difficile en Allemagne d'accepter une réforme, le fait de travailler plus longtemps, parce que le maçon, l'ouvrier, il sait qu'il ne va pas être concerné de la même manière que vous et moi. Alors qu'en France, la réforme de 2023, elle fait que vous et moi, on ne va pas travailler un mois de plus. Celui qui va travailler plus longtemps, c'est celui qui a déjà un métier plus difficile. C'est pour ça que la réforme de 2023, même si en finances publiques, elle est nécessaire, elle est profondément injuste. Et c'est pour ça qu'en Allemagne, comme leurs réformes sont plus justes, c'est plus consensuel dans la population. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, je pense, c'est que la retraite dans notre imaginaire à nous, Français, c'est la dernière trace de la promesse de la Révolution française qui est de vivre libre sans travailler. Voilà. Il reste quelque chose comme ça, d'un rapatriement de la promesse religieuse. Donc ça joue sur les mentalités. Les deux. C'est-à-dire que si on avait des réformes plus justes, parce qu'elles feraient travailler plus longtemps ceux qui le peuvent et un peu moins longtemps ceux qui ne le peuvent pas, ça serait, disons, moins difficile. C'est populaire dans aucun pays, quand même, les réformes de retraite. Mais ça serait, disons, moins difficile. Et puis, il y a ce que ça représente, la retraite aussi, culturellement, dans l'imaginaire français. C'est-à-dire, quand vous êtes à la retraite, vous avez 100% de temps libre en étant payé sans avoir de maître, c'est-à-dire sans avoir d'employeur. En Allemagne, l'imaginaire est moins ossifié au niveau du travail, c'est-à-dire que vous subissez moins le sentiment d'avoir un maître quand vous travaillez, parce qu'en fait, le travail et le statut au travail, c'est juste quelque chose qu'il faut avoir dans la vie. C'est une question de rapport au travail qui est très différente. Qui est très différente, mais parce que en Allemagne, les Allemands, comme le pays d'Europe du Nord, en fait, dans tous les pays protestants, ils se définissent moins par leur travail. Et par l'argent qu'ils gagnent. Ils gagnent de l'argent, c'est très bien, mais ils ne valent pas ce qu'ils sont dans le travail. Nous, on vaut plus ce qu'on est dans notre travail. Et donc, sortir du statut de travailleur pour aller dans celui de retraité, c'est intégrer un statut égal avec tous les autres retraités. Merci beaucoup, Antoine Fouché, la réforme des retraites dont on n'a évidemment pas fini d'entendre parler, les débats qui s'annoncent plus que jamais animés d'ici à 2027 sur cette thématique. Je rappelle que vous avez publié d'ailleurs un livre très documenté, c'était en 2024, Sortir du travail qui ne paye plus, aux éditions de l'Aube, livre à retrouver bien évidemment en librairie et sur Internet. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va prendre un peu de champ. À présent, on va se pencher sur une autre thématique, mais qui nous préoccupe tous, évidemment, celle du retour possible, voire probable, de la guerre sur notre propre sol. Ça paraît totalement hors norme aujourd'hui, mais l'historien Jean Lopez montre dans son dernier livre à quel point cette possibilité de la guerre était beaucoup plus répandue au Moyen-Âge. On en parle avec lui dans un instant. Les armées, c'est un extrait de la nation. Les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui employés partout dans le monde ont entre 18 et 27 ans sur le terrain. Ils sont jeunes, ils viennent de vos communes, ils ont les mêmes aspirations. Ils tiendront dans leur mission s'ils sentent que le pays tient avec eux. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Bonjour Jean Lopez. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous êtes historien, directeur de la rédaction de Guerre et Histoire et directeur également de ce livre, très beau livre, La guerre au Moyen-Âge, aux éditions Perrin, livre dans lequel vous retracez 1000 ans de conflits armés, 1000 ans de batailles, de sièges, de guerriers de légende, de révoltes parfois, de grands conflits en tous les cas. Livre extrêmement intéressant et livre également qui a un écho particulier parce qu'à l'heure où on entendait à l'instant le chef d'état-major des armées, la possibilité d'une guerre sur notre sol fait éruption. Dans le débat public, le SEMA qui dit la France doit être prête à accepter de perdre ses enfants, ce qui a suscité beaucoup de réactions et beaucoup de personnes qui ont été troublées par les propos du chef d'état-major des armées. Et ça dit quelque chose de notre rapport à la guerre avec un contraste extrêmement frappant qui, moi en tout cas, m'a frappé à la lecture de ce livre que vous avez dirigé avec de très nombreux contributeurs. C'est qu'aujourd'hui, contrairement au Moyen-Âge, eh bien, nous ne sommes plus du tout habitués à la possibilité de la guerre. Oui, on a vécu une très longue période de paix, là, en gros depuis la fin de la guerre d'Algérie,
La dernière guerre de grande intensité qui nous concerne directement, c'est la Seconde Guerre mondiale. La guerre d'Algérie, c'est la dernière fois qu'on engage le contingent. Donc ça fait 2 générations de Français qui n'ont plus entendu parler de la guerre et qui vivent dans un pays où les militaires ont disparu à peu près du paysage. Donc en effet, ces propos ont pu choquer, ils étaient directs. Alors, renvoyer au Moyen-Âge, c'est un peu difficile, parce que c'est vrai qu'au Moyen-Âge, la guerre est à l'horizon de tout le monde, mais pas de la même façon. Elle est subie par les populations et elle est menée par une caste, celle des guerriers du monde féodal, pour son profit. Et il la magnifie d'ailleurs, l'Église la soutient en la critiquant, mais la masse des peuples la subit. En même temps, elle est toujours là, donc c'est une norme, on y est habitué, c'est un horizon. Mais il y a une approche malgré tout qui est différente, et vous le rappelez dans ce livre, et c'est l'historien Laurent Vissière qui le dit, au Moyen-Âge, non seulement la guerre est une norme, mais elle est même l'activité noble par définition. Oui, pour l'aristocratie guerrière, c'est sa raison d'être, sa définition même, ça n'est pas l'argent, ça n'est pas forcément le pouvoir, c'est effectivement le service des armes. C'est quelque chose qui peuple totalement leur imaginaire, ils se rassasient de romans de chevalerie, on ne parle que de ça dans les châteaux, les jeunes gens s'initient à la guerre, à la chasse, c'est la même chose depuis leur plus jeune âge. Donc pour cette caste qui fait la guerre à son profit, la guerre est sa raison d'être, c'est certain. Mais je répète encore une fois, pour la masse des gens, c'est une plaie. C'est quelque chose qu'on subit et dont on va essayer de se mettre à l'abri également. Dans ce sens, l'Église jouerait d'ailleurs un rôle très important pour essayer de limiter cette violence qui est extrêmement envahissante pour les populations. Nous avons beaucoup parlé cette semaine, et c'était le cas également dans cette émission, de cette nouvelle ère dans laquelle nous entrons avec le symbole, vous l'avez vu, de cette nouvelle doctrine de sécurité américaine basée, pour faire court, sur un rapport de force entre nations, sur un rapport de force entre zones géographiques, à rebours de l'ordre mondial issu de la Seconde Guerre mondiale, auquel d'ailleurs les États-Unis avaient très largement contribué, basé sur des institutions transnationales très fortes, ONU, OTAN, chargées, tant que faire se peut, de garantir la paix. Est-ce que c'est la preuve que l'histoire obéit à des cycles ? Non, je pense qu'elle est... Enfin, en tout cas, si vous opérez les cycles, c'est-à-dire des analogies, je pense qu'elles sont... il faut garder raison, elles sont extraordinairement différentes. On ne peut pas dire qu'il y a un retour au Moyen-Âge ou à l'Antiquité ou à quoi que ce soit. On est dans une autre évolution, dans un monde complètement différent, qui n'a plus de rapport ni par la production, ni par les mentalités, ni par la psychologie des dirigeants. C'est vraiment une autre affaire. La seule chose si on veut regarder le Moyen-Âge de très très loin, en n'oubliant jamais que c'est une période qui dure un millénaire. Bien sûr. Donc il est certain que les systèmes militaires du 5e siècle ne sont plus du tout ceux du 15e siècle. Mais si l'on regarde la fin de la période médiévale, on est dans un système militaire où ce sont de petites armées professionnelles. Donc on est à cet égard un peu aujourd'hui dans cette situation. Nous avons une armée de petit volume et qui est constituée de gens qui sont salariés. On est dans ce paradigme-là. Ce qui est remis en question aujourd'hui en Ukraine, par exemple, et aussi en Russie de façon plus cachée, c'est la possibilité de revenir à la situation antérieure, c'est-à-dire une guerre de masse avec des conscrits qu'on forme le plus longtemps possible parce que les armes sont plus complexes. Là, donc, on ne revient pas au Moyen-Âge, on revient à la situation d'avant 1945. Oui. C'est tout à fait autre chose. On est effectivement bien loin de la guerre qu'ont vécu nos lointains ancêtres au Moyen-Âge. Il y a quand même ce parallèle qu'on peut faire entre la guerre moderne et la guerre du Moyen-Âge. Vous le disiez, ça se joue sur les masses ? Alors, la guerre à la fin du Moyen-Âge n'est pas une guerre de masse. La guerre de masse, c'est celle qui nous concerne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des guerres massives. On mobilise 30-40% des classes en âge de combattre, et même beaucoup plus pour la France qui a un problème démographique. Aujourd'hui, on est très très loin. On a des armées de tout petit format. Ce qu'on est en train de nous expliquer depuis le début de la guerre en Ukraine, en prenant exemple sur la situation dans ces deux pays, c'est que
pour tenir des guerres de haute intensité de ce type-là, il faudrait doubler, tripler, peut-être quadrupler, que sait-on, le format de nos armées, en tout cas disposer d'une réserve de citoyens qui sont bien informés, bien formés et bien motivés. Donc là, c'est pas un retour au Moyen-Âge, c'est un retour, au contraire, à la guerre de masse qui a été inaugurée par la Révolution française, en rupture avec l'Ancien Régime, par exemple. On arrête le système des armées professionnelles, stipendiées, pour arriver sur des armées de masse de citoyens qui sont très peu payés, mais qui sont extraordinairement motivés. Mais encore une fois, on ne reviendra jamais à ce modèle, c'est pas possible. Alors, revenons-en justement effectivement au Moyen-Âge. D'abord, vous l'avez rappelé, et c'est un élément extrêmement important. On a tendance, dans l'imaginaire, à penser au Moyen-Âge comme d'un bloc homogène. En réalité, on parle quand même de 1000 ans d'histoire. La guerre, la façon de faire la guerre évolue largement dans l'histoire, et c'est particulièrement vrai au Moyen-Âge. Oui, Clausewitz disait, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours avoir à l'esprit, la guerre est un caméléon. C'est-à-dire, quel que soit le moment de l'histoire sur lequel vous braquez votre zoom, vous allez apercevoir une réalité qui n'est jamais la même. Elle se transforme absolument sans arrêt, et c'est la raison pour laquelle il est si difficile de prévoir la forme qu'aura une guerre. Qui aurait pu penser en 2022, au moment où les chars de l'opération militaire spéciale de Poutine rentrent en Ukraine, qu'on en serait là 4 ans après? Qui aurait pu le penser? La guerre, entre-temps, elle a à nouveau changé, elle a à nouveau muté. Au Moyen-Âge, les mutations sont plus lentes. Tout est plus lent, mais on a aussi des changements extraordinaires. Entre l'armée de Clovis, l'armée des guerriers francs, et l'armée du roi de France, qui rentre en Italie au XVe siècle, avec ses mercenaires, son artillerie à poudre, et ça n'a évidemment rien à voir. Chevalerie, ça n'a strictement rien à voir. Elle change sans arrêt, la guerre. Est-ce qu'on peut malgré tout, avec un regard de l'historien que vous êtes, prédire quelque part la manière que l'on aura de faire la guerre dans, je ne sais pas, 20, 30, 100 ans? Ça me paraît... Enfin, je pense que ça suppose d'avoir une pensée extrêmement systématique, ce dont je me méfie. Je crois que ceux qui prévoient l'avenir, par exemple les industriels qui se préoccupent de fabriquer des avions de combat, ont un horizon d'une quinzaine d'années. Ils projettent qu'on se battra de cette façon dans 15 ans. Mais même là, regardez, les constructeurs d'avions, il y a 20 ans, n'ont absolument pas prévu la révolution des drones. Ils sont totalement déstabilisés, on le voit bien aujourd'hui. De la même façon, sur l'intensité de la guerre, personne en France n'a prévu qu'on allait avoir besoin de fabriquer plusieurs millions d'obus de 155 mm par an. Absolument. Pour simplement assurer la défense de base. Personne ne pouvait le prévoir. Est-ce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, on pouvait déjà parler d'un art de la guerre? Alors, pour qu'il y ait art de la guerre, il faut qu'il y ait réflexion des guerriers sur leurs propres pratiques et souvent production de doctrines, en tout cas de textes. Il y en a pas trace. Ceux qui savent lire, et c'est pas la majorité de l'aristocratie guerrière, regardent un peu le Végès, donc est hérité de la fin du Moyen-Âge, qui lui-même compile des données qui remontent au 1er siècle, à l'époque d'Auguste, donc ça n'a plus rien à voir avec leur réalité. Ce n'est que petit à petit, à partir du XIVe et du XVe siècle, qu'on voit un certain nombre de traités, d'abord très techniques, sur la fortification, sur l'artillerie, puis des réflexions plus générales, qui seront surtout le fait de la Renaissance. Mais cet art de la guerre, il est tout entier de pratique. Il n'est en aucun cas quelque chose qui est codifié. Ouais. Est-ce que justement l'idée selon laquelle eh bien, au Moyen-Âge il n'y avait ni tactique ni stratégie, est-ce que c'est une idée reçue? Oui, je pense que c'est une idée reçue. Alors bien entendu, il y a des batailles du Moyen-Âge qui semblent être un véritable chaos. Un chaos total où rien n'a été prévu, mais même, regardez, à partir du XIVe siècle, c'est plus vrai. Regardez dans la guerre de 100 ans, la bataille de Crécy, elle est réfléchie par les Anglais. Elle est même déjà anticipée. Est-ce qu'il y a déjà, à cette époque-là, une professionnalisation de nos armées? La caste guerrière vit de la guerre en partie. Elle vit de la guerre, elle justifie sa présence et sa place dans les hiérarchies féodales du fait de la guerre. Professionnalisation, le mot lui-même est anachronique. Elle est là à la place que Dieu
que Dieu lui a donné. N'oubliez pas que la grande justification dans tout ça, c'est quand même le service de Dieu. C'est quelque chose qui a aussi complètement disparu de notre horizon aujourd'hui. Absolument. Et d'ailleurs, c'était l'une des questions que je voulais vous poser. Les raisons de faire la guerre ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, on fait la guerre évidemment pour des territoires, et ça a été le cas à l'époque avec les grandes conquêtes, avec Charlemagne, avec la chute de Constantinople, avec la Reconquista espagnole, etc. Mais à l'époque, on fait la guerre également pour sa foi, on fait la guerre pour Dieu également. Oui, bien entendu. Qu'est-ce qu'on demande au XIIIe, XIVe siècle? Que demande-t-on au souverain? On lui demande d'utiliser la force armée dont il a le monopole depuis Saint-Louis à peu près, puisque Saint-Louis a interdit les guerres privées. On lui demande d'assurer la sécurité intérieure, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. La sécurité intérieure ne ressort pas, n'est pas du ressort de l'armée, sauf en période de guerre civile. Mais là, c'est autre chose. Donc d'assurer la sécurité intérieure, la sécurité extérieure aux frontières à partir de Louis XIV, et en même temps de protéger le peuple de Dieu à l'intérieur des déviants, les hérétiques, les croisades des albigeois, et à l'extérieur, le musulman. Ce sont les croisades du XIIe, XIIIe et jusqu'au XIVe siècle. Et ce sera encore la grande fonction des Habsbourg jusqu'au XVIIe siècle. Donc tout ça, on le demande à l'armée. C'est aujourd'hui des fonctions que l'on ne demande plus à l'armée. On ne lui demande pas d'assurer la sécurité intérieure. Pas encore. Oui. Et on ne lui demande pas non plus de se mettre au service de Dieu. On est encore une fois dans des paradigmes qui n'ont plus rien à voir avec tout cela. Parce qu'évidemment, effectivement, les croisades, c'est pas tant une guerre pour la conquête d'un territoire, c'est d'abord une guerre, effectivement, vous le disiez, pour le service de Dieu. C'est une guerre dont la dimension religieuse est absolument primordiale, ce qui ne signifie pas qu'un certain nombre d'acteurs n'ont pas agi essentiellement pour leurs intérêts financiers et commerciaux. Pensons à la République de Venise, tout simplement, qui est la grande entremetteuse dans cette histoire. Mais bien sûr, si on évacue la dimension religieuse des croisades, on ne peut rien y comprendre. Et il y a une dimension mythologique également dans la guerre au Moyen-Âge, et c'est très frappant à la lecture de ce livre qui en plus est bien illustré. Mais vous le rappelez aussi qu'il y a une différence entre l'imaginaire collectif, entre le récit que l'on se fait de la guerre au Moyen-Âge, et même d'ailleurs de la vie au Moyen-Âge, avec la réalité. Il est certain que le miroir que les intellectuels ou les conteurs tendent à la caste des guerriers est un miroir totalement idéalisé. C'est celui d'un idéal chevaleresque. Mais ça, au fond, ça n'a pas beaucoup changé. Je pense qu'à toutes les époques, il y a un énorme hiatus entre la représentation et la motivation qu'entretiennent les militaires à la guerre et la réalité du champ de bataille. C'est absolument nécessaire, de la même façon que le médecin a une représentation. Tous les métiers qui ont un rapport à la mort, on sont dans l'obligation d'avoir une représentation idéalisée pour mettre l'horreur à distance et pouvoir continuer à fonctionner. C'est très vrai des militaires. Oui, et au regard de l'histoire, qu'est-ce qui fait qu'une guerre, qu'un conflit armé rentre dans la mythologie ? Alors, c'est très souvent du fait de la postérité. Mais qu'est-ce qui fait cette postérité, justement ? Alors, par exemple, en France, les grands pourvoyeurs de mythes, ça a été l'école de la Troisième République, le fameux roman national. Je veux dire, si Crécy, si Poitiers, si Azincourt, si Formigny ne sont pas sortis tout de suite de la mémoire, je ne veux pas appeler nationale, parce qu'à l'époque, la nation n'est pas vraiment formée, ça tient à cette réélaboration permanente, ça tient à des historiens comme Michelet, qui ont réélaboré pour les besoins de l'époque. Et à chaque époque, on retripatouille la vision de l'histoire pour satisfaire à des besoins particuliers. Alors évidemment, vous allez dire, mais alors elle est où l'objectivité dans tout ça ? Oui, mais c'est tout le problème de l'histoire, c'est qu'elle est en réécriture absolument permanente en fonction des besoins des uns et des autres. On n'a jamais autant parlé de guerre que depuis 2022, vous l'aurez remarqué. Il n'y a jamais eu autant de publications sur la guerre. C'est tout un déficit qui tout à coup a été comblé, même surcomblé parfois.
Et c'est aussi tout un récit derrière qu'on en fait, et notamment donc dans ce livre La guerre au Moyen-Âge, livre édité chez Perrin, livre à découvrir, qu'on recommande pour justement prolonger ces échanges avec donc cette plongée dans ce formidable univers, parfois un peu fantasmé, on l'a dit, mais toujours pour le moins inattendu, celui donc des guerres médiévales. Merci beaucoup Jean Lopez d'avoir été avec nous, à lire donc pour tous les passionnés d'histoire. C'est la fin de cette émission, merci beaucoup de nous avoir suivis. Point de vue revient bien évidemment demain, toujours depuis les studios du Figaro TV. Je vous souhaite une excellente après-midi. Merci infiniment.